Julius Evola est né en 1898 d'une petite famille de la noblesse sicilienne. Il a été officier d'artillerie sur le front entre 1914 et 1918. En 1920, il fréquente les milieux dadaïstes. Il se singularise à l'époque par une attitude très anti-bourgeoise et anti-moderne, mais qu'il trouvera plus tard peut-être un peu superficielle, car pour lui, les dadaïstes sont des gens qui ont une attitude très rocambolesque, un petit peu dandy, mais qui ne sont pas réellement des traditionalistes intégraux qui poussent dans leur dernier retranchement le monde moderne et ses idéologies, et qui ont en fait un peu une posture romantique qui ne plaît pas aux traditionalistes Evola. Evola était radicalement anti-bourgeois. Dans l'anti-bourgeoisisme évolien de sa jeunesse, il y a certainement une posture esthétique qui va s'approfondir et qui va devenir une éthique plus tard, au sens aristocratique du terme. Chez les Dada, dans le milieu dadaïste, futuriste, c'est vrai qu'on a souvent un anti-bourgeoisisme un peu folklorique, un peu effervescent, un peu infantile aussi, qui ne plaît pas fondamentalement à Evola, qui va considérer qu'il faut mieux préconiser pour l'homme d'action et l'homme de tradition un anti-bourgeoisisme de type non pas populiste mais aristocratique. Non pas anti-bourgeois au sens juvénile du terme, mais au sens de l'homme différencié. Donc il y a là une évolution d'Evola certaine sur lesquelles il reviendra. Néanmoins, l'esthétisme évolien existe bien et bien toujours, parce que vous aviez dans les années 20 un Evola qui avait pour souci de déplaire à certaines castes et qui se rendait dans certaines soirées avec les ongles peints en vert, ce qui était quand même assez original pour l'époque, et il portera plus tard son énigmatique monocle, qui était aussi une forme pour se distinguer, pour se différencier de l'homme contemporain classique. En 1928, il publie un ouvrage qui s'intitule « Impérialisme païen », qui est un ouvrage de polémique antichrétienne. C'est juste avant les accords du Lacran en 1929, où il y a le rapprochement entre l'État italien et le Vatican. Et Evola, qui est très antichrétien et païen à l'époque, est virulent sur cette question et tient absolument à polémiquer avec les milieux cléricaux-fascistes et avec les milieux cléricaux tout court. Mais c'est un ouvrage sur lequel il reviendra plus tard, et il demandera à ce qu'il ne soit pas réédité du temps de son vivant, parce qu'il le trouvait outrancièrement antichrétien. C'est un ouvrage de jeunesse qu'il estimait ne pas correspondre à une vision équilibrée de son traditionnalisme. Pour Evola, le christianisme est d'origine sémitique, d'origine lunaire. C'est une religion du désert qui n'est pas une religion du Nord, une religion lumineuse. Et il voit dans le christianisme une religion féminine, une religion qui est trop passive. Et il considère qu'un paganisme olympien, un paganisme viril, un paganisme stoïque, est un paganisme qui est beaucoup plus dans l'ordre masculin et dans l'ordre de la tradition européenne. Alors, moi je vous dirais qu'effectivement, la tradition telle que je l'entends en tant que catholique est la tradition catholique. Evola considérait la tradition comme primordiale et voyait dans le christianisme une antithèse à cette tradition primordiale, et Guénon voyait dans la tradition musulmane la dernière religion révélée, la récapitulation définitive de cette tradition primordiale. Donc là, on a trois points de vue qui ne sont pas les mêmes, d'autant plus que la querelle entre exotérisme et ésotérisme, à mon avis, n'est pas très opérationnelle,
parce que Jean Borella a même parlé d'exo-ésotérisme, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, qu'il ne faut pas trop séparer les deux, et que l'ésotérisme chrétien ne renvoie pas en réalité à une donnée fondamentale du point de vue spirituel et du point de vue historique, et qu'on doit essayer de faire en sorte de pouvoir mettre toujours la spiritualité traditionnelle chrétienne de façon à ce qu'elle soit bien différenciée de cette tradition primordiale. Il publie en 1934 son livre majeur, Révolte contre le monde moderne, qui renvoie, tout son titre est un programme en quelque sorte, et il renvoie aux archétypes de la tradition avec un grand T, et de la modernité ou du monde moderne avec un grand M. La tradition étant une idée pour Evola qui renvoie à l'idée de transmission d'une tradition primordiale sur laquelle on pourra revenir après, et qui lui semble devoir être restaurée et qui applique les vrais principes de l'ordre viril européen qu'il estime se matérialiser, se concrétiser dans l'Empire européen. Le monde moderne, en revanche, pour lui, se caractérise par les idéologies de la modernité, de la Révolution française, le rationalisme, l'individualisme, le nationalisme, l'historicisme, etc. Il reprendra d'ailleurs tous ces éléments en les radicalisant et en les approfondissant en 1953 quand il publiera Les hommes au milieu des ruines, qui était un livre métapolitique à destination de la droite radicale italienne et du MSI, le mouvement social italien, le mouvement de l'époque des jeunes de l'Ordino Nuovo, qui était un mouvement de la droite radicale italienne. En 1940 intervient la Seconde Guerre mondiale. Evola prend parti pour l'Axe par hostilité au condominium américano-soviétique et au capitalisme et au marxisme qui lui semblent être les deux figures de la même modernité. Et en 1943, lors d'un séjour à Vienne, et lors d'un bombardement aérien, il est grièvement blessé et va devenir paraplégique. Il aimait répéter régulièrement cette phrase théo-stoïcienne, ne pas esquiver le danger, même le rechercher dans le sens d'une silencieuse interrogation du destin. Donc on a là évidemment une dimension à la fois héroïque, stoïque et nietzschéenne en quelque sorte d'Evola. 1945, il continue de vivre à Vienne, et puis il revient dans les années 50, en 51, pour publier en Italie un petit ouvrage qui s'appelle Orientation, qui est un ouvrage de troisième voie pour une Europe impériale, hostile au capitalisme américain d'un côté et au communisme soviétique de l'autre, et pour l'édification d'un ordre impérial où l'unité spirituelle et politique règne au sommet et la diversité ethnique, populaire, communautaire, locale à la base. Il est contre l'État-nation moderne jacobin, c'est-à-dire qu'il est hostile à toutes les formes de nationalisme qu'il estime être des rétractations sur le plan national. Il est au contraire pour un ordre supranational sur le plan européen, avec une légitimité spirituelle et une diversité des identités locales à la base. Il dira lui-même que le monde de la tradition a connu les nationalités, donc les identités des peuples, et non pas le nationalisme qui est proprement moderne et qui est issu de la Révolution française. Ensuite, Evola va publier d'autres ouvrages importants, Les hommes au milieu des ruines en 1953, comme je le disais tout à l'heure, livre politique, livre métapolitique majeur dans l'œuvre évolienne. Il en profite pour radicaliser donc le livre de Révolte contre le monde moderne, et aussi pour ne pas succomber à la tentation que vont avoir certains jeunes de la droite radicale italienne de rallier par exemple des doctrines nazi-maoïstes ou national-bolcheviques, ou qu'il verra se matérialiser dans l'Italie contemporaine. Il adopte une vision qui est à la fois révolutionnaire dans sa radicalité, dans sa rupture et sa transformation du monde comme il est, mais aussi contre-révolutionnaire dans son attitude fondamentalement aristocratique et hostile au plébéianisme et à l'ère des masses et à tout ce qui peut engendrer
la modernité. Alors, il publie en 1961 un ouvrage qui va faire date, qui est Chevaucher le tigre. Chevaucher le tigre est un ouvrage qui a été mal compris à son époque. C'est un ouvrage qui consiste à dire qu'il faut agir et et faire en sorte que ce sur quoi tu ne peux rien ne puisse rien sur toi. Donc agir par volonté de puissance et volonté de maîtrise qui permettent l'équilibre, l'harmonie en soi et qui fait connaître plus le soi que le moi hypertrophié de la modernité où on est toujours tenté de rejoindre son propre ego. Là aussi, c'est un livre dont on dira qu'il est nihiliste actif, c'est-à-dire qu'il prend parti pour une vision élitiste, stoïcienne, radicalement volontariste, avec les éléments karmiques et bouddhistes qui rentrent aussi en ligne de compte chez Evola. Je pense que Evola était un kshatriya, un guerrier, un homme d'action avec un grand A, c'est-à-dire au sens de la deuxième fonction du mésilienne, dans la trifonctionnalité, l'ordre guerrier. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il était donc un activiste, mais je préférerais le terme actif, parce que activiste, ça renvoie tout de suite à l'extrémisme, à l'agitation, et pas justement à l'action au sens sacré du terme. Car Evola conférait à l'action, avec un grand A, une sacralité équivalente à celle de la pure contemplation. Ça lui paraissait être définitif. L'homme européen, pour lui, est un homme actif, et c'est un homme actif qui se déploie à son action, une action sacrée. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Dans Chevaucher le tigre, il a une perception qui est certainement plus élitiste que dans les autres ouvrages. Il est toujours enclin à croire, peut-être de façon un peu présomptueuse, là aussi, à une élite traditionnelle, à un homme différencié qu'il appelle de ses voeux et qui lui semble pouvoir se former autour d'un noyau dur qui serait celui d'un ordre militant qu'il avait appelé en son temps l'ordre de la couronne de fer. Bon, alors est-ce qu'il y a une période activiste et une période d'intériorisation? Non, je pense qu'il y a quand même chez Evola la prédominance de l'action sur la contemplation, d'une action qui est sacrée, d'une action qui est traditionnelle, et d'une action qui n'est pas l'agitation. Evola se réclame de la révolution, mais de la révolution traditionnelle. Et cette révolution traditionnelle est une contre-révolution, précisément, intégrale. Pour Evola, la tradition est révolutionnaire et contre-révolutionnaire. Révolutionnaire parce qu'elle est radicale, qu'elle plonge dans sa racine même et qu'elle doit être primordiale, et en même temps contre-révolutionnaire parce que les mouvements typiques de 1789 sont délétères, et par conséquent il est pour les remettre en cause de manière complète. Et il pense qu'il faut donc conjuguer l'aspiration révolutionnaire traditionnaliste à l'aspiration contre-révolutionnaire. Et pour lui, ça va de pair, il n'y a pas de dichotomie ou de séparation à faire entre les deux. Notamment, je renvoie à un ouvrage « Exploration, hommes et problèmes », ou dans le fascisme de droite d'ailleurs, où cela est bien manifesté. La révolution, c'est évidemment pas la révolution au sens maoïste du terme, au sens communiste du terme, au sens marxiste du terme. C'est une révolution traditionnelle de transformation radicale de la société moderne par la tradition. Alors, le traditionnalisme évolien est un traditionnalisme de l'action, comme je le disais précédemment. C'est un traditionnalisme sacral, mais un traditionnalisme actif qui confère à l'action une dimension sacrale, l'héroïsme, le dépassement de soi, etc. Le traditionnalisme guéménin est un traditionnalisme de la première fonction, c'est un traditionnalisme plus contemplatif, plus méditatif,
d'intériorisation des données de la tradition et qui peut emprunter le chemin d'un individualisme aristocratique à la limite. Guénon s'est intéressé au monde moderne et a pu écrire dans La crise du monde moderne ou Le règne de la quantité, Orient et Occident, des ouvrages qui sont fondamentalement anti-modernes et qui sont bien à prendre sous l'angle de l'actualité de l'époque. Mais d'un point de vue purement personnel, Guénon est ce qu'on appelle en Inde un brahman, un contemplatif, un sage, et non pas un sage guerrier, comme pouvait l'être Evola, qui lui, effectivement, encore une fois, est plus dans le domaine de l'action que dans le domaine de la pure contemplation. Evola, comme Guénon, comme les maîtres de la tradition pérenne, Fridtjof Schuon, Ananda Coomaraswamy, Titius Burckhardt et d'autres, qui se réclament d'une tradition primordiale très hypothétique, et à mon avis qui n'a jamais existé. Je le dis comme je le pense, puisqu'ils voyaient dans la tradition polaire, dans la tradition du Nord, la tradition primordiale, la tradition initiatique primordiale, qui ne peut pas avoir, par exemple, de prolongement dans un engagement chrétien, ou dans un engagement juif, ou dans un engagement musulman, où là il y a un Dieu créateur qui surplombe, qui transcende notre identité dogmatique, et qui fait que nous sommes soumis et dévolus à cette identité supérieure qui s'appelle Dieu. Dans le cas d'Evola, il croit à la volonté de puissance et à la volonté de maîtrise, et il pense qu'il peut y arriver à partir de lui-même. Donc il croit à l'autodéification, ce que je pense être une erreur. Dans le cas de Guénon, qui est musulman, mais qui pense que l'islam est une des formes de la tradition primordiale, et même la dernière religion révélée, la récapitulation définitive de la tradition primordiale, il croit qu'il y a un ésotérisme qui se différencie de l'exotérisme en ce qu'on peut intérioriser spirituellement les données de la tradition et renvoyer à cette tradition primordiale qui est anhumaine, suprahistorique, et qui ne se borne pas à une tradition particulière du monothéisme. En 1958, Evola publie un ouvrage de sexologie qui s'intitule Métaphysique du sexe, qui est un ouvrage qui prolonge un autre ouvrage qu'il avait publié quand il était beaucoup plus jeune, qui s'appelait Le Yoga tantrique, qui avait été salué par Marguerite Yourcenar, et dans la Métaphysique du sexe, qui avait été édité chez Payot à l'époque, ça fait rêver, et dont la chanteuse Dalida s'est réclamée plus tard d'ailleurs, ce qui est aussi amusant dans une émission où elle parlait de la métaphysique du sexe. Alors est-ce qu'elle a compris le livre? C'est pas sûr, mais en tous les cas, elle l'a semble-t-il lu, ou en tout cas parcouru, et dans cet ouvrage, Evola prône la fusion des sexes masculins et féminins, différenciés mais fusionnés, pour essayer de retrouver l'androgyne primordiale, l'androgyne principielle, c'est-à-dire arriver à deux, à faire un. C'est d'autant plus intéressant que Evola, en quelque sorte, est un prophète de la critique du féminisme et de la féminisation de la société, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit ou qu'on écoute des gens comme Éric Zemmour ou Alain Soral, qui sont les contempteurs de cette féminisation moderne, on peut trouver chez Evola, déjà à son époque, déjà dans les années 30, 40, 50, etc., déjà une critique de la féminisation, c'est-à-dire une critique qui vise à montrer qu'on vit sous l'horizon indépassable des valeurs marchandes et publicitaires, et que aujourd'hui les valeurs qui sont essentiellement celles de la compassion, de l'humanitarisme, des droits de l'homme, etc., sont des valeurs féminines, alors que les valeurs masculines, que seraient les valeurs plutôt d'un ordre chevaleresque, d'un ordre équilibré, elles sont beaucoup moins mises de côté. Alors, Evola me semble être aujourd'hui probablement l'un des penseurs qu'il faudrait lire pour comprendre ce qu'a été la féminisation dans le processus de la modernité,
et de la postmodernité aujourd'hui. Et on percevrait peut-être des compléments qui seraient intéressants d'analyser et intéressants à décortiquer et à ajouter aux prises de position qui sont maintenant de plus en plus celles des contempteurs de cette fameuse féminisation de la société. Chez Evola, il y a une apologie de la personne en tant que personne homme différencié. Il n'est plus à l'époque où il publie un livre sur l'individu absolu. Il souhaite distinguer individu au sens atomistique du terme et personne au sens d'une personne reliée à la fois à Dieu, ou en tout cas à une déité, et à ses communautés d'appartenance. Et par conséquent, le personnalisme évolien est un personnalisme héroïque, un personnalisme chevaleresque, un personnalisme qui va dans le sens d'une réidentification de l'idéal européen qui a été celui du Moyen-Âge et qui est aujourd'hui, malheureusement, est complètement battu en brèche par le monde moderne et postmoderne. Voilà était encore une fois anti-bourgeois, mais aussi anticapitaliste au sens effectivement de la critique de la démonie de l'économie, c'est-à-dire de l'économisme, de l'économie d'abord. Il pensait qu'il fallait mettre le spirituel d'abord, le politique ensuite et l'économie enfin. Et qu'il y avait un réencastrement, en quelque sorte, de l'économie dans le politique, du politique dans le spirituel. Alors, il est plus anti-bourgeois qu'anticapitaliste. Et voilà. Il est anticapitaliste, c'est sûr, mais il est plus anti-bourgeois parce qu'il se méfie de la masse et il identifie souvent la masse au peuple, à la plèbe. Or, faire une critique sociale du capitalisme, pour lui, n'a pas de sens, puisqu'il considère que les ouvriers, les prolétaires et les masses sont aussi hébétés que les bourgeois et les patrons. Donc, là, il me semble qu'il a fait une critique anagogique, c'est-à-dire une critique par le haut du capitalisme bourgeois, mais s'exonère d'une critique par le bas, c'est-à-dire une critique catagogique, critique sociale, à la base des injustices sociales qui sont fondatrices dans le capitalisme moderne. Donc oui, quand Evola critique l'idéologie du travail, il critique l'aliénation du travail moderne et du travail comme fin en soi et comme ordre économique existant et opératoire. Il est davantage anti-bourgeois au sens que pour lui, il y a même une sorte de morgue, parfois un petit peu aristocratique chez Evola, qui consiste à dire ne nous mêlons pas de tout ce qui est populaire, de ce qui est un peu plébéien, de ce qui est un peu prolétaire, ça risque de nous contaminer nous-mêmes, au lieu de vouloir au contraire anoblir la conception de ces différentes strates sociales et de ces hommes qui précisément sont aujourd'hui broyés, et hier aussi, dans l'ordre techno-économique et marchand. Evola défend l'aristocratie et même l'aristocratisme contre la démocratie, mais il a une vision un peu biaisée, me semble-t-il, de la démocratie. Pour lui, la démocratie, c'est obligatoirement la démocratie de masse, démocratie mécaniciste, démocratie bourgeoise dans un cas, démocratie populaire dans l'autre. Et il ne voit pas qu'on peut, c'est pas à vous que je vais apprendre la fameuse formule de Frédéric Leplay repris par La Tour du Pin, la monarchie dans l'État, l'aristocratie dans la province, la démocratie dans la commune. Et voilà, ne voit pas qu'on peut être à la fois démocrate au sens du peuple souverain, parce qu'aujourd'hui la démocratie est confisquée par les oligarchies financières et par les lobbies, et en même temps souhaiter quand même une aristocratie qui serait l'élite qui permettrait au pays de mettre en œuvre le programme de salut public qu'appelle le peuple. Donc on est, à mon avis, là dans une impasse chez Evola. Il pense toujours le haut, le sommet, jamais le bas, la base. Il pense l'aristocratie, il ne pense pas la démocratie. La démocratie lui semble être synonyme d'apologie
des masses, d'éloge de la quantité, de la loi du nombre. Et ça peut favoriser, effectivement, ça peut déboucher sur une expertocratie où finalement certains initiés qui seraient à même de comprendre la bonne doctrine seraient ceux qui dirigeraient la démocratie et qui dirigeraient le peuple selon des prérogatives qui seraient les leurs et qui se seraient octroyées sans l'assentiment du peuple qui est quand même le premier concerné par les problèmes qui se posent à lui. Evola, apparemment, n'a pas lu Max Weber, ou en tout cas fait abstraction de ces catégories archétypales, les trois sources de pouvoir de légitimité, que sont la légitimité spirituelle, la légitimité charismatique et la légitimité populaire. Et voilà, on tient évidemment pour la légitimité spirituelle. Ce qu'on peut comprendre, il est pour une monarchie de droit divin, pour une royauté sacrée, pour un empire sacré traditionnel. Très bien. Mais à force d'être tellement normatif, tellement axiomatique et ne prenant pas en compte les éléments constitutifs de la modernité et de la démocratie, il en vient à jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui fait qu'il préconise une monarchie de droit divin dans un monde où le divin a été évacué. Et aujourd'hui, où la seule source de légitimité, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, est la légitimité du peuple qui peut se saisir de son pouvoir pour pouvoir lutter contre les oligarchies, les lobbies, etc. Donc là, si j'ose dire, on peut être favorable à la monarchie de droit divin d'un point de vue normatif, mais la légitimité populaire, aujourd'hui, est la seule légitimité qui vaille, dans le sens où c'est la seule qui peut réapproprier son destin au peuple. Il adhère au fascisme en 1922, au moment où Mussolini arrive au pouvoir, et il va critiquer de l'intérieur le fascisme pour des éléments qu'il trouve plébéiens, populistes, trop bourgeois, trop nationaux, et même trop cléricaux, puisqu'il sera amené durant ce Ventennio en 1822-1943, il trouvera que la monarchie de Victor Emmanuel et le fascisme incarné par Mussolini sont des tentatives restauratrices et conservatrices de l'ordre en place et non pas d'un mouvement révolutionnaire et traditionnaliste en rupture avec le monde moderne. Evola est de tradition platonicienne et il est favorable à un état vrai. C'est un état organique, et non mécanique. Il oppose au capitalisme marchand et au socialisme collectiviste un état vrai, un état traditionnel, un état organique, un état corporatif, qui peut être un état social, mais un état social non pas compris sous son versant socialiste, mais sous son versant au contraire d'homme socialisé, d'homme qui appartient à des communautés organiques. Et l'idéal corporatif médiéval, pour lui, est l'idéal évidemment du corporatisme d'association, qui n'est pas le corporatisme d'État, du fascisme, du national-socialisme, du corporatisme tel qu'on en parle aujourd'hui quand on parle du corporatif ou des privilèges corporatifs. Non, il pense à l'idée d'un homme inséré dans ces différentes communautés que sont la famille, la commune, la religion, voilà. Et c'est à partir de cet état organique, de cet état traditionnel, opposé au monde moderne, tant capitaliste que collectiviste, qu'Evola voit se déployer les personnes et les communautés. Evola a peut-être connu Giovanni Gentile, qui a été, ne l'oublions pas, le rédacteur des doctrines du fascisme de Mussolini, tout dans l'État, rien contre l'État, rien sans l'État. Et l'État de Gentile et du fascisme, ce n'est pas l'État organique, ce n'est pas l'État traditionnel. C'est un État moderne, c'est un État nation, c'est un État populaire, c'est un État qui se légitime par lui-même. Evola est assez critique vis-à-vis de l'hégélianisme de Gentile, de l'historicisme de Giovanni Gentile. Gentile d'ailleurs qui a été très courageux puisqu'il a soutenu le fascisme jusqu'au bout, alors même qu'en 1944, a priori, tout était foutu et que le fascisme allait mourir, et il l'a soutenu malgré tout.
Ce qui fait que son hégélianisme, finalement, n'a pas été appliqué jusqu'au bout, car s'il avait été hégélien jusqu'au bout, il n'aurait pas soutenu le fascisme jusqu'au bout. Il aurait pensé que le sens de l'histoire faisait que le fascisme, à un moment donné, devait mourir, malgré lui. Donc Evola n'est pas du tout dans cette perspective matérialiste, positiviste, et dans cette perspective étatiste d'un très moderne. Il souhaite la restauration d'un ordre organique traditionnel qui tourne le dos, encore une fois, à la plutocratie et à la prolétarisation de la société qu'un certain ouvriérisme peut parfois générer. Evola souhaitait dans les années 20 un fascisme pur, un fascisme débarrassé de tous ces oripeaux modernes, un fascisme implacable. Il a une phrase comme impérialisme païen en 1928, une phrase foudroyante sur le fascisme qui pourrait quasiment être le fascisme immense et rouge dont parlait Brasiliac, un fascisme rêvé, un fascisme idéalisé, qui n'a pas été validé historiquement. Donc on peut dire que Evola n'est pas un fasciste au sens doctrinal du terme, dans la mesure où il ne souscrit pas à l'idéal étatiste et mécaniciste du fascisme. Il n'est pas non plus favorable au fascisme sous sa période monarchique avec Victor Emmanuel, parce qu'il considère qu'à l'époque, il y a des éléments bourgeois cléricaux qui sont trop encombrants pour se réclamer d'un véritable fascisme. Et lors de la République sociale italienne en 1944, il rejoindra celle-ci par attitude et par fidélité à Mussolini, et il est plutôt en accord avec la vision ascétique et légionariste qui émane de cette République sociale italienne, mais il y voit aussi des éléments démagogiques, des éléments socialisants, des éléments collectivistes qui ne trouvent pas du tout son agrément. Donc, est-ce que Evola est fasciste au sens normatif et orthodoxe du terme? Non. Est-ce que Evola est un fasciste critique? Oui. Il faut rappeler ce qu'est l'Empire au sens traditionnel du terme, qui a été défini par Evola, mais aussi par des gens comme Otto de Habsbourg et autres. L'Empire, c'est un empire sacré. C'est un empire sacré traditionnel, c'est-à-dire qui repose sur une légitimité spirituelle, sur un principe transcendant. Il n'y a donc absolument rien à voir entre l'empire sacré traditionnel et les impérialismes profanes modernes. Quand on parle de l'empire napoléonien, du Troisième Reich hitlérien, de l'empire soviétique, de l'empire américain, des empires coloniaux, des impérialismes modernes, toute cette catégorie d'empires sont des empires artificiels qui ne sont ni plus ni moins que des nationalismes d'expansion, des nationalismes d'extension. Et là où l'empire compose, l'impérialisme impose. C'est-à-dire que l'empire fait coïncider l'unité politico-spirituelle par le haut à la multiplicité culturelle, populaire, communautaire par le bas. L'impérialisme, lui, est pour un nationalisme élargi aux dimensions de l'Europe, pour éliminer les corps intermédiaires, les identités de base constitutives de cet empire. Donc, faisons attention quand on parle d'empire. L'empire des tsars russes, qui est un empire traditionnel vrai, ne peut être absolument pas mis sur le même pied d'égalité que l'empire soviétique qui lui a succédé, qui est un empire matérialiste, profane, désenchanté et profondément mécaniciste. L'empire, effectivement, ne peut être que sacré et décentralisé. Sacré politiquement et décentralisé sur le plan démocratique, sur le plan social, sur le plan communautaire. Evola, quand il était assez jeune, distinguait deux nationalismes. Un nationalisme aristocratique qui était positif et un nationalisme démagogique qui était négatif. Et puis, les années passant, il a un petit peu réfléchi et il s'est dit que finalement le nationalisme, étant issu de la Révolution française, même s'il revêtait des oripeaux traditionnels,
lui paraissait inconvenant et incapacitant d'un point de vue traditionnel. Si bien qu'il ne s'est plus réclamé du nationalisme, mais au contraire a été un critique assez vif et assez pertinent d'ailleurs du nationalisme. Pour Evola, le nationalisme est une exaltation du moi exacerbé. C'est un individualisme. Il pourrait faire sien la formule de José Antonio Primo de Rivera, le nationalisme c'est l'égoïsme des peuples. Il pense que le nationalisme n'est pas la nation. La nation peut être constitutive d'un empire. Les nations peuvent exister sur le plan organique, peuvent exister comme entité concrète, charnelle et spirituelle. Le nationalisme, lui, est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus artificiel et a tendance à être ethnocentrique, c'est-à-dire à être individualiste et à ne pas avoir comme vision transcendante et surplombante une unité spirituelle et politique par en haut et cette multiplicité culturelle, communautaire par le bas, dont je parlais précédemment avec l'Empire. Avec le nationalisme, on perd à la fois sur le haut et sur le bas. Donc oui à un empire organique, sacré, traditionnel, non à un nationalisme révolutionnaire, jacobin, qui est plébéien, qui ne trouverait pas son assentiment. Alors y a-t-il une actualité d'Evola aujourd'hui? Certainement. D'ailleurs, ces ouvrages sont réédités, parfois sont édités, parce qu'il y a des ouvrages sulfureux comme Difesa de la Razza, Défense de la race, ou Le mythe du sang, ou Les trois aspects du problème hébraïque, qui ont été réédités ces dernières années et qui, effectivement, sont des ouvrages assez décapants d'Evola. Mais plus généralement, dans la pensée d'Evola, à travers la révolte contre le monde moderne et les hommes au milieu des ruines, on trouve des éléments permanents par rapport à notre actualité d'aujourd'hui. Une critique radicale de la modernité occidentale qui se matérialise dans le capitalisme libéral et dans la finance plutocratique, et en même temps une vision qui est radicalement anti-moderne et anti-totalitaire, où il voit justement dans la démocratie de marché et dans la plutocratie des formes totalitaires larvées. C'est-à-dire que le totalitarisme pour Evola n'est pas que nazi, fasciste et communiste, il est aussi marchand, technicien et spectaculaire, pour reprendre la formule de Guy Debord. Evola récuse aussi le cosmopolitisme. Donc on peut dire qu'il est mort en 1974, les premières vagues d'immigration extra-européenne ont commencé à arriver en France à peu près à cette date-là, sous l'impulsion du patronat français. On peut, dans une logique anticosmopolite, antinomadiste, antimondialiste, on peut prendre, à mon avis, pas mal chez Evola dans cette volonté de montrer que le métissage des peuples, le cosmopolitisme marchand, sont des formes hybrides qui ne permettent pas à l'individu de s'épanouir dans sa spiritualité, dans ses communautés, dans ses identités, mais au contraire de se mélanger afin de ne plus savoir exactement qui il est. Et c'est évidemment une façon pour le capitalisme marchand mondialisé de pouvoir asservir les individus, parce qu'à partir du moment où vous ne savez plus qui vous êtes, où vous êtes, pourquoi vous êtes là, vous pouvez à ce moment-là être n'importe quel numéro interchangeable, matricule, de la méga machine planétaire. Vous êtes un nomade qui vit dans les aéroports et qui consomme, achète, vend, et qui n'est plus un individu différencié par ses communautés, par sa propre vision de l'humanité, par sa propre singularité. Donc Evola me semble important dans cette récusation, donc redisons-le, du cosmopolitisme, de l'impérialisme américain, de l'américanisation de la société aussi, ça il en fait part quand même dans un certain nombre de textes, des révoltes contre le monde moderne, il y a 2 chapitres, anti-bolchevisme, anti-américanisme, qui sont très très visionnaires.
où il montre les vices de la société américaine et du cosmopolitisme qui en émane. La vision anti-bourgeoise, anti-marchande, anti-capitaliste d'Evola, on en a parlé, on peut en reparler. Il y a aussi, évidemment, chez Evola, il y a une part qui est très importante, c'est la part, si j'ose dire, de l'idéal type. C'est pour parler comme Max Weber, c'est-à-dire que pour Evola, l'idéal type, encore une fois, c'est l'Empire. Alors, ça n'est pas l'Empire de l'Union de Bruxelles aujourd'hui, ça n'est pas l'Union européenne et la Commission de Bruxelles, ça n'est pas un fédéralisme européen synarchique, technocratique, expertocratique, qui serait véritablement aux antipodes d'une conception spirituelle élevée, politique de l'Empire tel que Evola la souhaitait. En revanche, on peut poser la question. Peut-être que la thématique impériale d'Evola n'est pas si nostalgique ou n'est pas si inactive que ça, dans la mesure où l'Empire européen, légitimé par une spiritualité, une transcendance, devra bien un jour aboutir si l'on veut sortir du schéma traditionnel d'un impérialisme américano-occidental étouffant, ou d'un islamo-salafisme wahhabite tout aussi étouffant. L'Empire européen devra peut-être trouver, par le principe de subsidiarité, qui est un principe fédéral qui permet à la base de pouvoir se retrouver, de pouvoir décider pour elle-même lorsqu'elle n'a pas la possibilité de le faire au-dessus, de pouvoir essayer de composer un peuple qui soit un peuple à la fois homogène dans son unité et hétérogène dans sa différence. Donc l'empire européen qu'Evola appelle de ses voeux contre l'empire marchand bruxellois aujourd'hui, ou contre la forme la plus totalitaire déchaînée du marché, sont à mon avis des pistes que Evola a encore aujourd'hui, qui sont encore aujourd'hui d'actualité.